Allez, bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Toujours dans le programme de cette semaine, je vous enregistre les émissions le soir pour des raisons de timing qui m'empêchent de faire autrement. On a beaucoup de choses, beaucoup de choses à voir aujourd'hui. On va parler des indices du gaz, du gold. On va parler du yen index, du dollar index, du VIX. Surtout du VIX, surtout du VIX. Alors, c'est très important ce que je vais vous dire ce soir, il faudra bien ouvrir vos mirettes. Le VIX est officiellement en train de perdre totalement sa liquidité. C'est-à-dire que la dernière manipulation du VIX qu'on a vue et qu'on avait tout le monde à l'identifier, est en train de se reproduire. C'est-à-dire qu'en fait, plus personne ne s'intéresse au VIX. On est sur un marché qui n'est plus liquide. Et pourtant, toutes les stratégies de trading sont basées dessus. Je vais vous faire la parallèle toute simple. Aujourd'hui, si un gérant veut vous vendre des actions, il va vous dire « Ne vous inquiétez pas, le VIX est un plancher, il a atteint un plancher historique. Tout est tranquille. Personne ne cherche à sortir des actions puisque personne ne se couvre. » Bon, alors, moi, écoutez bien ce que je vais vous dire. Le prochain crack viendra d'un manque de liquidité dans la volatilité. C'est-à-dire qu'en fait, ça viendra probablement de là, que ce soit dans les mois qui viennent, si on doit avoir un crack, ou l'année prochaine, ou voilà. Ça ne tiendra pas plus d'un an, hein, ce genre de conneries. Mais il faut bien être conscient que là, il y a une manipulation claire et évidente de la liquidité, c'est-à-dire que on va avoir soit un marché totalement polarisé, c'est-à-dire sans vendeur, et dans ce cas-là, on va forcément crever une bonne grosse bubule. Évidemment, ce qui la fera éclater, c'est le jour où tout le monde va vouloir de la couverture, qu'au final, il n'y aura pas de liquidité sur cette couverture, qu'au final, ceux qui la fournissent diront non, désolé, on ne peut pas vous fournir de couverture. Du coup, vous faites quoi? Si vous êtes un gérant, que vous avez des leviers de dingo sur les actions et que vous voyez que ça commence à baisser, vous allez vendre vos actions dans un marché qui n'a pas d'acheteurs. Vous avez compris comment ça va se terminer. Hein. Donc c'est la même chose que le Bitcoin. Si on doit monter fortement, on perdra 40 à 50% des valorisations d'un coup derrière en quelques jours, tout simplement parce qu'on sera dans un marché où tout le monde voudra vendre sans acheteur et forcément ça fera très mal au portefeuille de ceux qui n'auront pas vu venir la chose. Donc faites très attention sur les actions. Moi, pour faire simple, quand je vois des contrats de couverture qui servent d'argument pour faire monter les prix des valorisations qui sont complètement illiquides, quand je vois les volumes qui sont échangés sur les actions qui ne sont pas non plus assez conséquents, je me dis que quelque chose de grave se profile. Encore une fois, le timing, c'est le plus important. Pour l'instant, les grands coups d'extincteur semblent fonctionner. On en a la preuve aujourd'hui, donc, puisque je vous l'avais dit dès ce matin, le S&P 500 avait donc deux options. Soit il se pétait la gueule et il allait clôturer sous la bougie d'hier, c'est-à-dire en grosse invalidation de la journée d'hier, soit il enfonçait le clou et il faisait la même, c'est-à-dire de nouveau 1% de hausse. Vous avez la réponse ce soir, le marché cash a clôturé à nouveau à 1% de hausse. Le S&P 500 n'a plus peur de rien. Soyons francs là-dessus, c'est très mauvais signe pour la suite, hein, ça je vous le dis. C'est-à-dire on est dans un marché boule qui en fait n'a rien corrigé du tout, quoi. Hein. Donc là, à ce stade-là, il faut vous dire une chose, soit on reste tranquille, on ne va pas rechercher le sommet historique, soit on commence à partir dans des exponentiarisations stupides, c'est-à-dire on se projette déjà vers le sommet historique, puis les multiples débiles qui se trouvent au-dessus, et dans ce cas-là, autant vous dire que ça va très mal finir ensuite. Donc vraiment, patience, moi je pense qu'il ne faut pas acheter ce marché, le vendre c'est totalement stupide également, ou alors complètement contre-tendance, donc il faut être conscient que dès qu'on arrive sur un support, il faut encaisser, point barre, et moi honnêtement, je ne m'amuserai plus à vendre les marchés actions, ils ne m'intéressent absolument plus en fait. Quand je vois qu'on paye 190 $ Apple alors que c'est de la merde, voilà. Quand je vois que Facebook, même merde, on en achète à tour de bras, pas de souci. Nvidia, voilà. Moi, quand je vois ces trucs-là, je me dis, il y a un problème dans ce marché. On n'est plus dans le stock picking. On est vraiment dans, encore une fois, l'achat indiciel. C'est-à-dire, on achète tout parce que c'est labellisé anglais, c'est labellisé allemand, c'est labellisé US. Et on ne se pose pas trop de questions, entre guillemets. On achète de l'ETF, on fait de la réplication indicielle. On n'est plus dans une logique de stock picking, d'accord ? Si on est dans une structure de range, je vous ai dit, les tendances de le moyen terme se terminent toujours de deux façons. Soit on range et on passe en bear market si on entre en récession économique, d'accord ? Et encore une fois, il y a une période de range qui précède l'entrée en récession. Soit on fait des bulles et derrière, c'est l'éclatement de la bulle qui déclenche la récession. Voilà. C'est vraiment deux modes qui terminent. On est bien en fin de cycle économique, il n'y a pas de doute. Hein, les hard data commencent déjà à se retourner elles aussi. Mais comme toujours, comme tout n'est pas tout noir, on est encore en train de commencer à chercher les cheveux blancs sur la tête. On sait qu'il y en a, mais on ne veut pas encore trop les regarder.
puisque l'euphorie domine encore à Wall Street. Donc faites attention avec ce type de marché-là. C'est un marché qu'il faut faire très 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 attention à ne pas acheter n'importe où. Il faut très bien gérer votre risque si vous voulez jouer les achats. Moi, je vois surtout qu'il est plus intelligent en fait d'aller jouer des contrats dérivés. C'est-à-dire en fait d'aller jouer sur des endroits plus intelligents qui seront plus liquides que les actions et surtout beaucoup moins coupe-gorge, puisqu'encore une fois, si on part dans une bulle, si vous avez de la chance, on arrivera à voir le sommet avant et entre guillemets à le sentir un peu et on arrivera à renverser la pression. Malheureusement, pour ceux qui ne le verront pas, ça risque de tomber sec et violent et on est dans des niveaux de liquidité que historiquement le marché n'a jamais connu. Autant vous dire, on peut avoir un crack que le marché n'a également jamais connu. C'est-à-dire que ça peut très bien tomber sans prévenir. Le Bitcoin, les capitalisations ne sont pas énormes. Hein, voilà. Là, on parle d'un marché qui capitalise tellement de milliards de dollars que honnêtement, si ça doit merder, c'est à se demander si l'économie survivra en fait. Donc faites gaffe, si on va sur une bulle, des choses très très moches s'annoncent derrière. Vu les niveaux de liquidité et de levier engagés dans les marchés financiers. Encore une fois, attention, hein, et il faudra bien jouer le timing. S'il y a une bulle, il ne faut pas vous amuser à vendre et à jouer les justiciers pensant que vous trouverez le sommet. Il faudra vraiment avoir de très forts arguments chartistes et techniques et on aura largement le temps d'en reparler si on devait s'installer dans une bulle. Et pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. On en prend le chemin. Voilà, quand je vois qui a été acheté aujourd'hui, je me dis clairement, ce n'est pas vraiment un marché qui fait du stock picking. C'est plus un marché qui se dit « Ouh, on va faire une année 2018 de ouf, et puis 2019 aussi, et voilà. » Donc quand je vois ça, je me dis, bon, pas bon signe, ça s'annonce plutôt euphorie et bêtise ambulante. Donc dans ce cas-là, plutôt, moi je pencherais vers le début éventuel d'une bulle, mais encore une fois, il va falloir bien plus de conviction et de confirmation que la simple séance d'aujourd'hui. Donc pour acheter, c'est trop tard, hein, je préfère être franc, si vous achetez les franchissements de résistance en ce moment, vous êtes plutôt mal barré, on est au mieux au début d'une bulle, et encore une fois, on ne partira pas dans une bulle en verticale, la bulle, ça commence tout doux, on crée une parabole, donc au début c'est mou, et puis c'est vers la fin que ça devient vertical. Donc encore une fois, avant d'avoir vraiment un sentiment ultra bullesque, où tous les particuliers auront envie d'acheter des actions, il se passera quand même pas mal de choses. Donc c'est pas le moment de sauter sur la patate chaude, même si je vous parle de risque de bulle, c'est surtout pour vous dire, faites gaffe si vous voulez jouer des ventes, soyez conscient que c'est ultra risqué, et que si vous le faites, il faut vraiment pas mettre de levier, c'est-à-dire risque maximum 1% si vous jouez des ventes. Voilà, là, tout ce qui dépasse 1%, c'est stupide, parce que vous pouvez vous mettre face à un marché qui pourrait vouloir entrer dans une bulle, c'est-à-dire qui retracera petit à petit de moins en moins. Et alors là, si en plus vous commencez à empiler les ventes, c'est-à-dire jouer la pyramidalisation de vente, là vous êtes mort à tous les coups. Donc vraiment faites attention, c'est l'erreur à ne pas faire si on rentre dans la bulle. Donc on ne joue pas les justiciers, on risque pas grand-chose si vous voulez absolument jouer des ventes. Le mieux et le plus safe, c'est de ne pas réfléchir. C'est-à-dire, vous avez un support, vous payez, vous mettez un stop sous le support précédent. Et si on le chasse, c'est qu'il n'y a pas de bulle. Si on ne chasse pas, c'est qu'il y a la bulle. Et on continue tout bêtement dans le même schéma, aussi longtemps que la bulle peut vous porter. On va regarder les autres marchés, parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. Parce qu'on a un yen index qui ne baisse pas aujourd'hui, hein, donc faites attention, le yen s'apprécie, le gold aussi, donc ça me laisse à penser que c'est bien, on a pété une résistance aujourd'hui sur le S&P 500, pas des moindres, ça veut dire qu'on a entériné un peu, on a niqué du vendeur. Maintenant, est-ce qu'on va vraiment aller plus haut que ça? Je ne suis pas certain non plus, j'ai plusieurs éléments qui laissent à penser même que on est plutôt en fait déjà sur un sommet, mais un sommet de vague 1, c'est-à-dire que maintenant, casser des bottoms sur les actions, ça semble peu probable, pour ne pas dire quasiment impossible. En tout cas, moi, je spécule plus sur le scénario rebaisse de 10 à 15% jusqu'à nouvel ordre, ou alors il faut vraiment s'écrouler d'ici la fin de semaine, c'est-à-dire faire une semaine avec une mèche haute. On va aller voir immédiatement ce que ça donne, mais voilà, hein, là, qu'on soit clair, si vous vous dites que ça, c'est un scénario vendeur sur les actions, non. Voilà, la seule chose qui pourrait faire qu'on vende, ce serait qu'on revienne clôturer en négatif en fin de semaine. Autrement dit, il reste demain pour faire moins 3%. Peu possible, peu probable. On va plutôt avoir un marché qui va tout faire pour sauvegarder ses gains demain. Donc, faites attention, Wall Street, à part un gros contre-pied vendeur demain avec une explosion du yen, du gold et du VIX, en gros, tout est parti pour une petite fin en tranquillité, tout va bien. Le bon gros coup d'extincteur a fait son job. Personne n'a plus peur de rien. On va le voir donc sur le VIX. Voilà, tout simplement en 2 heures.
Donc ça, attention, voilà, c'est une fausse cotation. Mais donc vous voyez, hein, manipulation sur le VIX et wouh, bah on fait quoi? Même chose. Voilà. Donc aujourd'hui, le VIX, si vous regardez les volumes échangés sur le futur VIX, c'est à pleurer. Il se passe rien, voilà, ça n'intéresse personne. On monte et on franchit des résistances. Il n'y a pas de couverture, non, voilà. Donc c'est to the moon. Il n'y a pas d'inquiétude, tout va bien. Il n'y a pas de volume exécuté sur les couvertures. C'est-à-dire qu'en fait, le marché des dérivés n'intéresse plus personne. On achète des actions, on achète des actions, on achète des actions. Ou en tout cas, on ne les vend surtout pas. C'est de l'or en barre. Il faut le garder. Voilà. Hein. Donc attention quand vous êtes dans ce genre de mécanique. Encore une fois, c'est vraiment typique de ce qu'il faut pour former une bulle. C'est-à-dire des acheteurs de court terme ultra agressifs, avec aucune sensibilité au risque, prêts à tout pour avoir des actions, et d'un côté des vendeurs de long terme qui ont pris des profits et puis qui maintenant vont se laisser glisser et ne vendront plus tout simplement. Donc en fait c'est un marché qui va s'auto-alimenter hein, par des acheteurs de court terme toujours plus avides de gains qui pourraient pousser les prix toujours plus haut. Donc voilà, schéma de bulle en fort risque de formation dans les prochaines semaines. Donc cet été, on peut avoir la formation donc de la base de la bulle et peut-être donc formation de la bulle sur la fin de l'année pour terminer évidemment l'année au plus haut. Par contre, 2019 sera une année de carnage derrière et j'y mets ma main à couper. Et encore une fois, je ne fais pas partie des gens qui ont peur d'utiliser les mots dangereux. Si 2018 est une année haussière, 2019 sera une année de début de crack et 2020, ce sera récession obligatoire derrière. Hein. Voilà, donc n'ayons pas peur des mots, on est bien en fin de cycle économique, il ne faut pas faire les débiles. Si vous pensez qu'on est reparti pour 10 ans de croissance, on vous fait bien enfumer par ceux qui espèrent que vous allez acheter des actions et qui espéreront bien pouvoir vous les vendre justement à bon prix. Donc patience, les actions, il va peut-être falloir arrêter d'y toucher parce que ça risque d'être dangereux et brûlant, sauf si vous jouez petit levier à l'achat et puis on laisse courir bêtement sans regarder ce qui se passe. Par contre, d'autres marchés, eux, vont être intéressants. Je pense celui du gold, celui du dollar et du yen. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses à faire là-dessus. Le VIX, il ne faudra absolument pas y toucher, d'accord? Je sais que vous allez avoir envie de le faire parce que vous allez vous dire si on va dans une bulle, si on va dans une bulle, le VIX sera l'actif le plus manipulé que vous pourrez croiser. Donc avoir un VIX qui retournerait dans la zone des 10 derrière, c'est pas en soi impossible. C'est complètement hors contexte, mais encore une fois, on ne cherche pas à rationaliser. Quand on est dans une bulle, plus vous allez réfléchir et plus vous allez chercher à comprendre, moins vous comprendrez. Donc voilà, faites attention, on n'est pas encore dans ce schéma-là, mais on s'en rapproche dangereusement. Donc moi, je pense qu'il faut d'ores et déjà s'adapter à ce marché-là. C'est-à-dire, en fait, la volatilité sera probablement le prochain responsable du prochain crack, mais dans ce cas-là, il va falloir attendre qu'on ait terminé les manipulations sur le VIX. Et donc, ça, malheureusement, moi, je ne peux pas vous dire. Tout ce que je vois, c'est que très clairement, c'est plus un marché. Et quand c'est plus un marché et que toute la rationalisation de la hausse sera faite dessus, parce qu'on va vous dire le VIX ne monte pas, donc il faut continuer d'acheter des actions. Et tant que le VIX ne monte pas, c'est qu'il n'y a pas de perception du risque, c'est qu'il n'y a pas de souci. Et le jour où le VIX va commencer à monter, ce sera déjà en fait beaucoup trop tard. Il y aura déjà plus assez d'acheteurs et le marché sera déjà en train de commencer à s'emballer. Donc on verra un peu tout ça si ça se met en place plus tard. Donc évidemment, Wall Street qui suit, donc le Hang Seng, je vais probablement me faire stopper cette nuit. À Hong Kong également, donc l'euphorie s'empare de l'intégralité des marchés. Le seul qui termine dans le rouge aujourd'hui, c'est l'Eurostoxx. Je l'ai à la vente, mais honnêtement, je pense sincèrement que demain, ça pue. On va en parler juste après de l'Eurostoxx 50 et de son chandelier journalier. Donc de toute façon, soit ça tombe demain direct sur tous les indices et on invalide tout ce qu'on a fait. Mais honnêtement, pourquoi? On va aller regarder les volumes de la session aujourd'hui. Et on va regarder un peu tout ça, voilà, donc dans un ordre de grandeur, et surtout, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Voilà, on revient là-dessus. Donc, c'est-à-dire que mon scénario ici est aussi invalidé. Je vous rappelle que pour moi, le scénario de récession américaine était conditionné au fait que cet actif-là donnait tous les signaux d'une fin de tendance et qu'on devait donc assurer des creux et sommets descendants. Là aussi, on est reparti sur un signal haussier. Donc je pense que en ce qui concerne le risque récessif, en tout cas la perception de risque récessif par le marché, c'est out complet, ils s'en foutent comme de l'an 40. Donc en fait, les Américains sont en train de fermer les yeux sur toutes les datas qui sont en train de faire n'importe quoi. On voit bien que de toute façon,
En fait, c'est pas compliqué. Comment vous sentez venir une récession? Écoutez bien, c'est très important ce que je vous dis. Des résultats d'entreprise qui sont meilleurs qu'attendus tout le temps, 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 tout le temps. Un cash flow énorme qui n'est pas investi. En fait, on donne des capitalisations monstrueuses aux actifs boursiers et en fait, les entreprises n'en font rien. Voilà, c'est exactement ce qui est en train de se passer. On ne sait plus quoi faire du pognon. On ne veut pas l'investir parce qu'on sait qu'on est en fin de cycle et ce n'est pas maintenant qu'on fait des investissements. On ne veut pas embaucher parce que ce n'est pas intéressant. Donc, on va légèrement augmenter les salaires, on va créer de l'inflation. Évidemment, derrière, quand l'inflation arrive, malheureusement, ça drive l'arrivée des récessions. Donc, on est dans ce mécanisme-là où, de toute façon, maintenant, le travail va être un petit peu plus rémunéré. Donc l'inflation va arriver de façon fulgurante d'un coup, et quand elle va arriver, le marché ne pourra plus faire marche arrière. Ce sera déjà la fuite en avant, et autrement dit, probablement donc la bulle qui semble se profiler. En tout cas, de nombreux indicateurs, moi de mon côté, commencent à montrer des signes que Wall Street ne veut pas baisser, et que à ce stade-là, quand on est déjà autant avancé dans la crétinerie, en fait, on peut plus rationnellement faire machine arrière, ce qui fait que c'est un mouvement qui va s'auto-entretenir, complètement stupide et dénué de toute rationalité. Mais encore une fois, quand on est comme ça, il ne faut pas se mettre en face. Donc Wall Street, il faut arrêter de trader jusqu'à nouvel ordre. Ça veut dire qu'en zone euro, il va falloir arrêter de trader également, puisque si Wall Street est en bulle, très probablement en zone euro, on va suivre un petit peu. Pas forcément très très fort, parce que de toute façon, Wall Street va attirer l'ensemble des capitaux, c'est-à-dire qu'ils vont nous piller encore une fois en zone euro. Mais voilà, donc à surveiller. Par contre, quels sont les marchés sur lesquels on va trader? Je reviens dessus. Donc moi, je pense que le gold sera un marché très intéressant parce que justement, comme on sait, en fait, il faut bien que vous compreniez, dans une bulle, tous les investisseurs qui ont de l'expérience savent que ça va mal finir. Donc on fait quoi? En fait, on laisse courir les actions et on achète tout ce qui est, entre guillemets, refuge qui coûte pas cher. C'est-à-dire, le gold, ça va être acheté, je pense. Le yen, même chose. Le yen, là, en ce moment, ça vaut que dalle du yen parce qu'il n'y a pas de perception du risque. Donc je pense que les investisseurs vont laisser courir les actions, mais ils vont acheter du yen et acheter du gold, c'est-à-dire qu'on va avoir un cas très spécifique où vous avez des actions qui montent, un gold qui monte et un yen qui s'apprécie. Et quand vous avez ça, c'est typique de la bulle. Ça veut dire que les investisseurs, plus ça monte, plus ils vont se couvrir sur les actifs liquides, parce qu'ils sont pas cons, encore une fois. Je vous dis, il y a les investisseurs débiles qui vont voir les actions monter, mais qui regarderont pas le volume et qui vont se dire, waouh, c'est là qu'il faut aller faire du pognon, et qui vont aller mettre des leviers sur les actifs actions, tout comme vous l'aviez fait sur le Bitcoin à l'époque. Vous vous ferez saucissonner à la sortie, comme vous vous êtes fait niquer sur le Bitcoin. Et donc c'est ça qu'il faut surtout pas faire. Voilà, courir après une bulle, c'est débile, c'est la pire des choses à faire. Par contre, chercher les actifs de couverture liquide, c'est là où il y a des gains qui ne pourront pas s'envoler du jour au lendemain. C'est ça la différence, d'accord ? Donc faites attention. Moi je pense que ce qui sera intéressant donc, dans les prochaines semaines et mois, c'est-à-dire probablement pendant l'été, si on amorce une bulle, c'est donc de jouer des achats de gold, des achats de yens et de laisser tomber intégralement toutes les ventes d'actions. Moi de toute façon là je vais me faire stopper partout puisque ça veut monter et probablement, on va en parler après. L'émission sera longue aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à vous dire parce que tout simplement ce qui se passe aujourd'hui est d'une importance assez capitale. Donc JPN, même chose, je vais probablement me faire stopper. Vous voyez là, hop, ça accumule, ça veut pas, ça veut dire que là, très probablement, après un truc comme ça, boum, on va remettre une bonne grosse haussière, on va venir chercher le volume ici. Donc je vais probablement me faire dégager sur le JPN, probablement me faire dégager donc sur le Hang Seng. Enfin, je vais me faire dégager de tous les actifs actions. Ça, c'est donc en fait la phase de volatilité qui précédera donc la dernière phase verticale, une dernière poussée bien haussière, bien conne, un peu un truc comme ça. Là, vous vous attendez à un truc comme ça, bien vertical. Derrière, on casse tout. Derrière, on cassera vraiment tout. Hang Seng, là, c'est vraiment, ça peut partir vertical comme ça. Allez, hop. Vous imaginez bien le truc, voilà, vous prenez comme ça, c'est vraiment, ça va faire bra. On vient là et derrière, paf, on casse tout. Et le problème, même chose, sur le Hang Seng, il y a tellement de liquidité qu'il faut vous attendre à un truc comme ça derrière. Donc voilà, typiquement le type de scénario qui pourra plaire à tous nos amis cryptomaniaques, puisque donc imaginez-vous que ce truc-là va très probablement partir en sucette derrière. Et évidemment, je vous dis, si ça le fait, ne cherchez pas à rationaliser, puisque là, de toute façon, tout deviendra complètement crétin. Quand il n'y a pas de vendeurs dans un marché, on fait quoi ? On cherche les vendeurs. Donc si vous avez le malheur de vous dire je veux vendre, en fait vous allez vous faire démonter. Et en fait le marché ne monte que par ça, par des petits vendeurs qui essaient de se mettre en face, puis qui se font stopper par les acheteurs agressifs et toujours plus avides de gains. Le volume s'étiole et puis d'un coup le volume revient, les prix arrêtent de bouger et là derrière c'est la bérésina. Il n'y a plus de porte de sortie, tout le monde le sait. Donc en gros tout le monde veut récupérer son pognon avant que ça merde. Et évidemment dès que ça merde, tous ceux qui
ne l'ont pas fait sont dead. Et c'est pour ça que je vous dis, en général, plus on se rapproche de la fin de la phase de bulle, plus vous allez voir donc les actifs refuges recherchés à une vitesse folle. Et c'est donc les signaux on fera une émission, hein, comment détecter la fin d'une bulle. On aura le temps, hein, encore une fois, ça prendra des semaines à former tout ce truc-là. Et probablement, il n'y aura pas de vente à faire. Enfin, en tout cas, les actions ne seront plus tradables dans un ratio risque-rendement intéressant et dans une vraie stratégie de trading avant probablement 6 à 12 mois. Voilà. Tant que le temps que la bulle se forme, puis arrive en phase terminale. Et là, derrière, on pourra recommencer, je pense, à jouer des ventes spéculatives dans un premier temps, puis très agressives dès qu'on commence à péter les supports, pour mettre à profit voilà, des grosses chutes extrêmement violentes comme ça, où là, vraiment, voilà, on part sur du 50-60% de baisse en quelques trimestres. Donc c'est vraiment à ça qu'il faut s'attendre, hein. Donc vraiment prudence, mais tout semble se diriger vers des belles grosses bubules sur l'ensemble des capitalisations boursières actionnariales. Donc voilà, allez, on regarde une des dernières qui m'intéresse, sur laquelle j'ai pas encore tout à fait envie de me dire que je me fais stopper. Ça, c'est ce qu'on appelle un pendu, c'est-à-dire une bougie qui casse le plus bas puis qui revient clôturer au plus haut en étant sous une résistance. Donc ça, il y a deux options, hein. Soit effectivement demain c'est ultra boule et on envoie plus 2,5 sur l'Eurostoxx. Bon, je me fais stopper, hein, direct, il n'y a pas de souci. Soit honnêtement c'est un piège, et dans ce cas-là, demain, enfin, dans les prochains jours, on revient chercher la queue, c'est-à-dire l'objectif, c'est donc de ranger cette zone. D'accord ? Quand vous avez un pendu, le marché ne fait pas ça le jour suivant. Le marché, il va commencer à rebaisser, remonter un peu, rebaisser, revenir chercher la queue. À partir du moment où on est venu chercher la queue d'un pendu, vous savez que c'est mal barré. Parce que derrière, c'est probablement, on remonte un petit peu, on rebaisse doucement, on remonte un peu, et derrière, bam, terminé, et là, ça fait mal. Le pendu, c'est une structure, encore une fois, assez rare, mais quand elle y est, c'est un sommet, et c'est un sommet qui dure longtemps. C'est-à-dire que ce n'est pas un sommet de petits retournements qui va venir chercher le support avant d'aller plus haut. Si on a vraiment un pendu ici, derrière, c'est bam, et on renverse la tendance, et ça fait sommet, creux, sommet. Autant vous dire, le prochain creux, il sera loin. Donc, à surveiller. Allez, le VIX, donc on en a parlé, on a bien vu, donc ultra manipulé. Les vendeurs de volat veulent nous la refaire, ils veulent probablement essayer de nous refaire coter la zone des 10. Donc, autant vous dire, ça peut partir en marché complètement crétin pendant longtemps. Donc, moi, je ne touche pas, ça ne m'intéresse plus la volatilité. C'est un marché bien trop dangereux, bien trop manipulé pour s'y risquer. Donc, on attend que le slip claque à la tronche, que l'élastique du slip claque tout simplement. Et évidemment, on pourra profiter du contre-pied, hein, c'est-à-dire que si jamais on n'est pas en bulle, le VIX d'un coup il va retrouver de la volate, il va retrouver des acheteurs et ça va faire très mal d'un coup. C'est-à-dire que tous ceux qui ont vendu vont être obligés de se racheter avec des acheteurs d'un coup. Autrement dit, la polarisation qui a été uniquement baissière là sur les deux dernières grosses phases de pure manipulation du VIX vont être prises à contre-pied. Mais dans ce cas-là, c'est ça que je veux voir pour sortir du scénario de bulle. Je veux voir d'un coup la volate exploser sans raison, et en fait tout le monde qui essaie de se racheter sur la volate, les actions qui chutent. Et là, effectivement, je pourrais vous dire qu'on repart en tout cas sur une rematérialisation du risque, et que ce risque donc de bulle et d'éclatement de bulle derrière à cause d'une bulle sur la volatilité sera très probablement annihilé. Mais tant qu'on est dans ce schéma-là, on peut se dire qu'on peut retourner chercher la zone des 10, tout ce que vous voulez, tout ça dans un calme et d'une tranquillité hallucinante. Alors, il y aura quand même des petits rebonds, mais en fait, tant qu'on ne revient pas péter une résistance sur le VIX, il faut vous dire que là, les vendeurs de volat sont entre guillemets au boulot. C'est-à-dire que ce qu'ils vont faire, c'est qu'à chaque fois que ça va, pouf, vous voyez, on va remonter, hop, plusieurs, non, les gars, on revend 15, c'est très intéressant pour revendre en direction des 10. Encore une fois, hein, ça fait quand même de gros gains. Imaginez-vous que si vous vendez 15, vous revendez à chaque fois, vous faites des 20% de gains. C'est ça que veulent les vendeurs de volatilité, hein. Eux, ils ne jouent pas les gains haussiers de 100 à 150%, pas du tout. Ce qui les intéresse, c'est de vous piller petit à petit à coût de 10-20% sur un marché peu volatile. Voilà. Et en gros, dès qu'il y a un peu de vol, hop, on vous revend direct, on vous recalme pendant 2 mois, et puis derrière, on vous laisse un petit pic, vous voyez, mais jamais on vous laisse repartir au-dessus du pic précédent. Et on vous tire petit à petit vers les zones où il ne se passe tellement plus rien que là, au bout d'un moment, les valorisations partent carrément en verticale. Hop. Allez, on part donc sur les autres marchés qui m'intéressent. Donc voilà, le yen. Donc le yen index, faut faire gaffe. Là, vous voyez qu'en gros, il se passe quoi? Aujourd'hui, le yen est acheté, les actions montent. C'est-à-dire que vous avez le yen qui prend 0,25, les actions qui prennent 1%. C'est pas normal.
Normalement, ça doit être inversement corrélé. Vous ne pouvez pas avoir les deux qui montent. Ce n'est pas vraiment bon signe en soi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui payent aujourd'hui, ils n'ont pas mis tout le pognon dans les actions non plus. Ils ont acheté des actions à haut risque. Et du coup, ils ont fait quoi pour couvrir ce risque? Ils ont acheté des actifs refuges en même temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend gavé de risques sur les actions pour vous faire prendre ce risque également, mais que nous, on a quand même conscience que c'est un peu chaud tendu ce qu'on fait, donc on va quand même acheter des actifs refuges au cas où ça parte en couille, quoi. On ne met pas tous les œufs dans le même panier. Donc faites attention au signal qui vient d'être donné sur les actions. Il est bien non coordonné et c'est ça qui le rend extrêmement dangereux. Qu'est-ce qui a permis aujourd'hui de monter? En fait, vous le voyez devant vous, c'est les taux à 10 ans américains qui donc annulent le franchissement de résistance sur lequel moi j'avais renforcé. Donc évidemment, c'est fraîchement pour m'emmerder, hein. Mais qu'on soit bien d'accord, c'est pas terminé cette histoire, hein. C'est pas parce qu'on a fait aujourd'hui un petit pullback sur les taux que demain on repart pas sensiblement à la hausse. Pour l'instant, on est juste dans un vieux méchant petit pullback. Voilà, on va voir si ça va plus loin ou pas. Pour l'instant, c'est rien de bien méchant, c'est un pullback. On est déjà sur un cycle haussier avec une divergence. Normalement, les boules reprennent la main. Donc, vous avez compris, si les taux repartent à la hausse, que le gold franchit des résistances, que le yen franchit des résistances, les actions, elles font quoi? Eh bien, elles tombent. Donc voilà, il va falloir voir un peu ce schéma. Donc on va voir si la gravité a toujours une importance à Wall Street ou si Wall Street n'a plus aucun sentiment de gravité et tout simplement, elle part en lévitation. Et si vous avez un yen haussier, un gold haussier et des actions haussières, c'est qu'on rentre dans une bulle. Voilà. Le gold, on va y jeter un coup d'œil. On va regarder le gaz après, hein, c'est la grosse réussite du jour. Alors c'est clair, hein, je me fais défoncer sur les actions aujourd'hui, mais la journée reste très verte. Tout ça grâce à deux grosses choses, la UDNZD et le gaz qui suffisent à eux seuls, et le gold évidemment, qui suffisent à eux seuls à me ravir aujourd'hui, ainsi que l'euro-yen. Donc voilà, en fait, il suffit aujourd'hui de 3 actifs pour couvrir intégralement toutes les pertes que j'ai sur les actions. Et à les couvrir, pas qu'un peu, hein. Le compte aujourd'hui prend, je crois, 3,5%, donc c'est très belle journée pour le compte, tout simplement parce que j'ai du levier sur la UDNZD, j'ai du levier sur le gold, j'ai du levier maintenant sur le gaz, on va en parler. Le VIX, c'est proche d'une invalidation, pas encore, hein, mais mon stop est pas très loin, je crois, on va en parler juste après. Je crois que mon stop est... Ah non, oui, il est encore loin, mon stop. Mon stop est là. Après, moi, j'ai mis très peu de risques, hein, c'est-à-dire je suis rentré là, rentré à 14, un stop à 11, avec un levier de 0,1 et donc un risque de 2%. Donc les vendeurs de volat, il va falloir qu'ils s'accrochent quand même. Je pense qu'avec ce prix-là, je pourrais tirer un gain, hein, c'est-à-dire qu'à mon avis, moi, hop, maintenant, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma limite à 15. Et après, je ne veux plus en entendre parler. Je pense que les vendeurs de volat vont tenir toutes les résistances. Donc voilà, moi maintenant mon TP se trouve à 15, je vise plus ces trucs-là, hein. Voilà, donc là en gros, je sors là, je ne veux plus chercher à comprendre. La volat, ça pue la merde. J'en rachèterai quand ils arriveront plus à tenir les résistances. Mais pour l'instant, je pense que la manipulation fonctionne et que tout le monde suit tête baissée, bien en rang, sans poser de questions. Donc je vais faire de même, c'est-à-dire moi je m'en vais de ces marchés. Je vais aller sur des trucs qui m'intéressent beaucoup plus. Mon petit gaz, lui, il me plaît. Voilà, on en a une belle aujourd'hui, hein. Ça fait quand même un bon moment qui nous emmerde à essayer de ne pas décoller. Je pense qu'on a un timing assez intéressant. Alors est-ce que c'est à nouveau un break qui sera invalidé dans les prochains jours pour se ratatiner derrière? C'est possible, on verra. Pour l'instant, celui-là me semble pas mal. On va voir, en tout cas, jusqu'où il peut tirer. Je vois pas de frein, en fait. Si vous voulez, ce qui m'intéresse, c'est que cette fois, les seuls freins se trouvent là, hein, évidemment. Donc, on est bien aujourd'hui sous résistance. Mais ce qui me plaît beaucoup sur le gaz, c'est qu'on a de la place en termes de canal. C'est-à-dire que vous voyez, là ici, quand on avait constitué le canal, on break, on arrive sur le canal, et puis voilà, ça ne marche pas, exit sur le momentum. Là, on n'a pas de signaux de faiblissement momentum, on a un gros momentum, bien acheteur, bien à fond dans le surachat, et on a encore de la place par rapport au canal. Ce qui m'invite à penser qu'on va aller péter cette résistance enfin. Et le truc, c'est qu'au-dessus, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que là, une fois qu'on a pété ça, voilà, ça, normalement, on va le passer sans trop de problèmes. Ce qui fait qu'ici, il y a quand même une zone à surveiller. Mais normalement, une fois qu'on passe ça, poc, je vois bien un petit franchissement de résistance, une petite target au-dessus pour gérer son risque. Et après, on se laisse envoler sans problème vers les résistances plus hautes, c'est-à-dire vers l'infini et au-delà sur le gaz. Et on verra bien donc si ça peut marcher.
Mais moi, je le vois bien. Donc, en tout cas, je reste acheteur jusqu'au 2,96. Ici, je commencerai à gérer mon risque, c'est-à-dire prendre des petits profits partiels pour pouvoir racheter s'il y a des pullbacks et remonter évidemment le stop à break-even. Pour l'instant, le stop reste sous le bottom. Il est trop précoce de remonter tout ça. Donc, je dirais patience encore une fois sur le gold. Pas se faire niquer sur un faux départ, ce serait con, mais je pense que cette fois, on est bien parti. Il y a de la place au nord, et cette place devrait donc déclencher des entrées de position qui devraient faire que cette fois, on devrait avoir un suivi. Et le gold, voilà, hein, bon ça, no comment. On est en train de sortir du canal, on franchit des signaux vendeurs. Là encore, hein, je pense qu'on est sur quelque chose qui va monter, et comme je vous dis, gold acheter en même temps que les actions, c'est pas très bon signe. Hop. Et si on regarde d'un point de vue daily, ça se présente effectivement plutôt bien. Hein. C'est ce que je vous ai dit, le risque dès hier, hein, après 2 grosses mèches basses, ce qu'il faudrait voir aujourd'hui, c'est effectivement un gros maraboutou bleu qui passe à travers la résistance, qui clôture au-dessus des plus hauts. Et évidemment, normalement, à la suite de ça, on va s'attaquer petit à petit aux résistances. Et vous voyez, on va tout doucement hein, grinder. C'est-à-dire que là, demain, il faut quand même s'attendre probablement à avoir des petits pullbacks. C'est pas un truc qui va partir en ligne droite. C'est possible, encore une fois, mais je ne limiterai pas ce marché à la hausse, hein, qu'on soit bien d'accord. Pour moi, tant que ça monte, ça me va. On va retrouver un momentum positif, c'est-à-dire le momentum va repasser au-dessus de 0. Ça va lui faire du bien. Et on va voir donc comment vont y réagir les prix. Mais normalement, plus on va se monter vers les valeurs positives, plus on va franchir assez aisément les résistances qui pourront se trouver en chemin. Et encore une fois, elles ne sont pas très nombreuses, vu qu'on est descendu comme des teubés. Eh ben, il faut bien se dire que derrière, on va pouvoir remonter sans trop de problèmes. Le cycle qui se trouve là, c'est un cycle de TP, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le volume a été exécuté à la vente ici, c'est des prises de profit, ce n'est pas des vendeurs qui se repositionneront dans cette zone-là, ce qui veut dire que normalement, tout ça, on va pouvoir le passer sans trop de problèmes. Donc en gros, les résistances se trouvent au début, c'est-à-dire que on va initier le mouvement doucement, et la fin, ça se fera tout seul. Donc il ne faut pas vous attendre, encore une fois, à un truc qui va faire ça. D'accord ? C'est vraiment typiquement pas du tout ça qui va se passer, mais plutôt l'inverse. C'est-à-dire que là, c'est plutôt un truc qui va faire du merdier comme ça au début. Au début, on fait du bruit, on y va doucement, et puis petit à petit, bam ! Voilà. Et c'est là où on va passer sur les trucs sur la fin, et on arrivera derrière chercher probablement donc les targets qui se trouvent un petit peu plus haut. Et voilà, c'est typiquement un truc un peu comme ça qui va se produire. Voilà. Plus on va monter, moins il y aura de pullback et plus ça deviendra verticalisant en termes de mouvement. Et au début, on va grinder doucement, mais sûrement. C'est-à-dire que là, voilà, ne vous attendez pas à ce que ça parte tout d'un coup. Encore une fois, c'est possible, mais il y a plus de chances que ça se fasse comme ça. D'abord, on bouge, on fait des petits swings, au bas, on grignote les résistances, puis dès qu'on dépasse le cycle TP, plus de vendeurs, bam, on décolle, et là, on se gave. Donc encore une fois, c'est un cycle qui normalement se prendra tout l'été. Et là où les actifs refuges seront les plus recherchés, ce sera probablement là où on aura les phases qui précéderont les phases ascendantes. C'est-à-dire que d'abord, les investisseurs vont se couvrir, et puis après, vous allez avoir grosse vente des actifs couverture, et là, c'est là où normalement, ça part en vertical sur les actions. Donc voilà, hein, vraiment en termes de timing, là où on arrive ici, sur le gold, vous savez que normalement, c'est là où on va précéder les phases exponentielles sur les actions, normalement. Donc en termes de timing, ça fait d'abord on se gave sur le gold parce que les gens recherchent la couverture pendant qu'on prépare la bulle, puis après, on lâche les vannes, il n'y a plus personne qui vend, on éclate toutes les résistances, on part en parabole sur les actions, derrière le gold commence à être vendu, je vous rappelle qu'ici il faut vendre le gold, d'accord. Mais une fois qu'on aura fait ça, on aura fait de beaux gains sur le gold, je pourrais me servir donc de mes gains sur le gold, attendre que les actions aient fini de monter. D'accord. Encore une fois, je vous donne mon schéma à l'avance. Hein. Moi, mon schéma, c'est vraiment ça. Pour l'instant, achat de gold plus achat de yen. D'accord. Tout doux, en sachant que, évidemment, plus on va monter, plus je vais mettre de levier, mais qu'au début, ce sera... Donc ça fait ça. Au début, gold et yen à l'achat. Ok, donc ça, c'est le début du scénario. Gold et yen commencent à monter. Ensuite, vous avez le scénario où gold et yen partent en parabole, d'accord. Là, normalement, il se passe quoi? Vos actions commencent à monter, d'accord. Donc là, à ce stade-là, pardon, je surveille, hein, le stick que je cherche à choper depuis tout à l'heure. Voilà. Donc les actions, elles commencent à monter à ce stade-là.
quand vous avez l'appréciation, est-ce que je vous dis, vous aurez les deux qui vont monter ensemble. Mais normalement, à ce stade-là, les actions, elles commenceront à passer au-dessus du sommet historique et à commencer à trouver... Encore une fois, la bulle sur les actions, elle se déclenchera quand on reviendra au sommet historique. Là, on va probablement faire comme le gold, c'est-à-dire il y aura plein de pullbacks, ça va rebaisser ici, ça va refaire ça va grinder, ça va grinder. Et puis petit à petit, on va se diriger vers les résistances. Puis quand on arrivera normalement au sommet historique, il n'y a plus de vendeurs, encore une fois. Même schéma que sur le gold. Ici, dans ce cas-là, ça n'aura été que des TP. Il n'y aura pas de vendeurs qui se repositionneront sur le sommet historique. Et puis au-dessus, ce sera l'imagination des investisseurs qui drivera le marché. Et autant vous dire que quand on a une bulle et qu'on laisse faire les investisseurs, ils font n'importe quoi. Donc, il faudra vous attendre derrière, hein, voilà, comme je vous dis, l'expansion des multiples et toutes les licornes boursières du genre. Donc voilà, c'est à ça qu'il faut faire gaffe si c'est vraiment le schéma que le marché choisit. Encore une fois, c'est pas gagné, hein, voilà, il faudra bien confirmer ça dans les prochains jours, arriver à aller un petit peu plus haut et derrière, voir jusqu'où on va en termes de pullback. Mais voilà, attendez-vous au début à des vagues comme ça, comme ça, comme ça, on grind, on grind, on grind, on grind, on grind, on grind. D'accord? Et donc là, normalement, c'est le moment où le gold arrive sous sa résistance. D'accord, le gold est sous résistance, enfin le gold est vraiment sous résistance, les actions arrivent sous résistance, et là d'un coup, pouf, tout le monde vend son gold, achète des actions, on franchit le sommet historique, et ça part à gogo. D'accord, donc rappelez-vous le schéma, c'est bien. Aïe. Voilà, c'est un moment où gold et yen commencent sérieusement à accélérer. Hein, voilà, cette phase-là, hop, c'est là où normalement vos actions montent. Et quand je vous dis, quand on arrive sous la résistance, c'est-à-dire quand gold et yen commencent à plafonner, d'accord, là on n'est pas encore en train de se retourner, encore une fois. Si vous mettez la charrue avant les bœufs, vous ferez défoncer. Donc, voilà, hop. Donc là, le principe, c'est vraiment ça. Quand gold et yen arrivent sous la résistance, avant de se retourner, encore une fois, on n'est pas encore vendeur de gold et de yen. C'est là où vos actions commencent à partir en sucette et où on franchit les sommets historiques et où du coup je vous dis derrière c'est l'expansion des multiples et vous allez voir en fait c'est vraiment le même schéma qui va vous dire quel est le schéma que je vais suivre sur les actions derrière et surtout qu'est-ce que je veux voir à chaque fois. Ok, hop, d'accord, et donc il y aura la même chose côté dollar normalement, c'est à dire que normalement ce que vous allez voir c'est on va faire la même chose avec le dollar qui va suivre un autre cycle. Okay. Donc là, vous allez avoir le dollar qui va commencer à monter avant que les actions s'emballent, c'est-à-dire là, le dollar va commencer à monter encore gentil. Hein. On a déjà commencé à amorcer le mouvement, mais encore une fois, le dollar, ça ne va pas être une fusée. Ça va d'abord trouver des résistances, travailler ces résistances. Ça va être un cycle encore plus lent, encore plus décalé que le cycle des actions. D'accord ? Et quand, évidemment, les actions seront en plein boom, c'est-à-dire là, on sera complètement dans les phases verticales, le dollar sera en train de partir et de franchir des grosses résistances. Hop. Théoriquement, hein, encore une fois, je vous dis, c'est des schémas, hein, c'est-à-dire que c'est ce que je veux voir, encore une fois, je ne trade pas ce que je veux voir, je traderai ça si j'ai des signaux qui corroborent ce truc-là. D'accord ? Et donc, ce qui sera intéressant, évidemment, c'est quand le dollar va arriver sous les grosses résistances, va s'approcher des résistances, c'est là où, normalement, vos actions, hop, elles vont commencer à se calmer. D'accord ? Parce que le dollar va être recherché en même temps que les actions. Vous allez avoir dollar haussier, action haussière. Et dans ce cas-là, formation de la bulle. Et quand on va arriver au paroxysme de la bulle, le dollar va déjà commencer à atteindre les grosses résistances et montrer des signaux de faiblesse. Et derrière, vous aurez effondrement du dollar et effondrement des capitalisations boursières. C'est-à-dire que derrière, vous aurez les deux qui vont tomber d'un coup et c'est terminé, end of the game. Et derrière, probablement, on meurt mort du dollar. Et on verra, mais ça plaira évidemment à tous nos amis crypto-maniaques qui veulent voir le dollar mourir. Voilà, c'est peut-être une des façons de le faire crever, c'est-à-dire de le faire s'envoler d'abord, et puis après, il n'y a plus personne qui compte. Voilà. Donc dans le schéma, c'est vraiment ça. Recherchez le gold et le yen, parce que c'est probablement le cycle qui vous donnera les informations les plus intéressantes. Mais pour trouver le timing de vente des actions, il faudra attendre que la devise atteigne les résistances. D'accord ? Et quand on aura ce schéma-là, et normalement, si vous avez bien compris le principe, à ce stade-là, gold et yen sont déjà en train de repartir fortement à la baisse. Et là, vraiment pas qu'un peu, hein. Là, ça partira violent au sud. Merde.
D'accord? C'est vraiment le principe, c'est que de toute façon, gold et yen, ils sont dans des tendances plutôt baissières. Mais là, ils vont avoir des retracements et des phases un peu verticales de recherche par rapport au risque associé à la hausse parabolique des actions, qui est un risque. Encore une fois, les investisseurs ne sont pas débiles. Ils savent que ce n'est pas durable comme mouvement, donc forcément, ils vont se couvrir sur les actifs refuges. Et on va parler donc du dernier secteur, le secteur magique. D'accord, le secteur des taux qui va travailler en même temps que le dollar. J'aurais pu mettre dollar et taux, hein, voilà. Mais dollar, enfin taux, on va faire. Donc les taux à 10 ans. Mais là, c'est plutôt les taux courts hein, qui sont intéressants, c'est-à-dire 10 ans et inférieur. Les taux à 30 ans, on s'en fout hein, sur ce stade-là. Mais là, c'est même plutôt du 2 ans. Vous allez voir le taux à 2 ans qui va commencer à monter ici. D'accord. Et donc le principe, c'est quand vous voyez le taux à 2 ans. Merde. Normalement, c'est le même cycle que les actions. Hein. C'est-à-dire les taux ont commencé à monter, vous les avez vus. D'accord. Ouais, attendez, je vais bien vous ranger le truc, comme ça sera bien fait. Voilà. Donc dans le cycle, il faudra avoir à la fin donc c'est toujours un peu moins les taux. Hein. Ce sera pas, vous n'aurez jamais des taux paraboliques. Mais à ce stade-là, on aura des taux qui vont vraiment commencer à plafonner. Ouais, bon, en fait, j'aurais pu le mettre là. Bon, ouais, allez, on va les mettre dans, on va faire tout pareil. Hein, voilà. Donc, de toute façon, c'est plus ou moins le même truc. Le problème, c'est qu'il y a un petit décalage en fait. Normalement, les taux vont baisser avant les autres. C'est-à-dire que les taux, c'est les premiers qui vont commencer à se renverser. Rappelez-vous, quand vous avez la courbe de taux qui se renverse, c'est là où vous savez c'est terminé. Et là, on est vraiment au bout de la bulle. En général, il reste plus qu'un mois de hausse grand max ou quelques semaines. Et derrière, ça se pète la gueule assez rapidos. Donc, on va considérer ça comme un triptyque. Les taux se trouvent là en fait. Hein, voilà. Effectivement, c'est ça le truc. Mais le principe, c'est d'arriver à avoir un dollar ici. Et ensuite, évidemment, vous avez compris le principe, c'est que du coup, derrière, tous les cycles se poursuivent. C'est-à-dire que derrière, vous avez gold et yen qui commencent à arriver sur des supports. Donc, qui commencent à ranger. Hein. Enfin, quand je vous mets ça, ça veut dire range. Hein. Ça veut pas dire, ça veut juste dire on arrête de franchir des résistances, on franchit pas encore les supports. Là, on franchit les supports. Okay. Mais donc vraiment, c'est toujours le même schéma. Hein. Vous suivez le truc, vous dites, pour que les actions baissent, il faudra que gold et yen commencent déjà à arriver sur des supports. Autrement dit, la couverture, elle a déjà tellement été vendue qu'on est obligé de commencer à lourder les actions. Il n'y a plus le choix. Hein. Voilà. Et à partir de là, évidemment, c'est le moment où le dollar commence à plafonner. C'est-à-dire quand le dollar commence à plafonner, vos actions commencent à péter des supports, et quand les actions sont en pleine bérésina baissière, c'est-à-dire quand là c'est fin du monde, hein, là c'est vraiment la mort des actions, c'est-à-dire là c'est le crack, quand on est en plein crack, c'est seulement là que le dollar commence à tomber. D'accord ? C'est-à-dire ce qui va déclencher la phase de crack, ce sera la chute du dollar. D'abord là on commencera à enfoncer les supports, mais rappelez-vous, hein, dans un crack, on ne tombe pas direct. Je vais prendre l'exemple du Bitcoin, parce que c'est quand même le dernier crack qu'on a en date. Voyez, on vient ici, on commence à péter des supports, et puis ensuite, bam, c'est là où ça s'enfile derrière. Okay. Donc le premier truc, c'est ça, phase de crack, et c'est là, en fait, derrière, où le dollar commencera à s'effondrer. C'est-à-dire, d'abord le premier choc, ensuite dead cat bounce, et ensuite c'est là où on rebaisse, c'est là où le dollar s'effondre, et tout ce qui va avec. Là, c'est le choc de volatilité, dead cat bounce, et ensuite baisse du dollar, et baisse des actions durables dans un cycle de crack. Voilà. Donc j'espère que vous aurez appris plein de trucs encore une fois. Là, ce que je vous donne, je pense qu'il n'y a aucun formateur qui vous parle de ça. Encore une fois, ils vous vendent des formations très chères pour certains. Et ils sont loin de vous apprendre les trucs vraiment intéressants du marché. Mais voilà, ça par exemple, c'est les cycles vraiment intéressants. Et encore une fois, ce n'est pas de la magie. C'est juste que c'est ce qui a le plus de chances de se produire parce que c'est lié à des éléments psychologiques de couverture nécessaires dans la bulle. Puisque, je vous dis, les investisseurs rationnels vont se laisser porter dans la bulle, mais pas non plus débiles. C'est-à-dire, on n'est pas en mode full risque, on y va tout direct et voilà. On va être dans un marché action
peu liquide, peu intéressant, très volatile, très nerveux. Mais par contre, vous aurez des actifs en couverture qui, eux, vont être extrêmement recherchés, extrêmement liquides, donc beaucoup moins risqués en soi. Et moi, c'est sur cela que je jouerai mes prochaines stratégies de trading. Voilà, sur ce, je vous souhaite une agréable... Pardon, j'allais oublier le Bitcoin. Effectivement, on est dessus. Et voilà, bon, je vous avais dit, le Bitcoin s'arrange, mais il ne faudra pas vous attendre à des miracles acheteurs. Bon, ben voilà, je pense que vous avez la réponse. C'est un peu ce que je vous avais dit. Donc voilà, pas non plus, c'est pas encore gagné pour les vendeurs. Hein. On n'a pas encore de structure de consolidation terminée ici. Je pense qu'on peut avoir une nouvelle petite rehausse derrière, histoire de faire un petit FOMO. Donc vous voyez, ça basculerait juste au-dessus, venir chercher la résistance, puis derrière, on se pète bien la gueule et on termine la semaine en bas. Et là, effectivement, on serait dans le best case scénario pour commencer la semaine prochaine, direct à la baisse. Donc voilà, pour l'instant, je ne vois pas de raison de s'extasier. Ça peut venir consolider jusque-là, hein, sans problème. C'est-à-dire qu'on peut déjà venir tester. Je vais vous donner 2-3 arguments techniques, encore une fois. Si on veut faire un extended flat, enfin une correction étendue, on peut venir, voilà, hop. Donc vous voyez, on peut venir chatouiller le plus bas de la semaine sans le casser. Juste, on vient le voir, on lui dit bonjour, et derrière, on remonte, mais on remonte comme ça. C'est-à-dire, rappelez-vous, hein, si on fait une correction étendue, c'est probablement qu'on fait running flat derrière. Dans ce cas-là, on reviendra très probablement rechercher cette oblique-là pour revenir chercher une vente. D'accord, celle-là ou celle-là, vous voyez, hein, vous jugez le truc un peu comme vous voulez. Derrière, selon la vitesse à laquelle on remonte, mais théoriquement, on peut faire un truc comme ça. Derrière, running flat, et là, on réenquille une nouvelle vague de baisse. Dans ce cas-là, celle-là, elle pourra aller encore plus bas que ça. Hein. Voilà. Ok, running flat, ça veut dire qu'on est très très bear. Donc ce serait la situation la plus bear. Moi, je pense pas. Je pense qu'on va faire un flat, c'est-à-dire soit un petit truc comme ça, on va réussir à aller un peu plus haut après, soit on revient chercher l'origine, on fait double bottom, on vous fait croire au double bottom derrière. C'est un double top malheureusement et on reporte le range au sud. Donc voilà, à voir. Notez bien la zone, donc le 127-138 qui donne pile poil le bottom hebdo, donc qui pourrait être, pourquoi pas, une petite zone intéressante. En tout cas, moi, pour ce qui les baisses me vont très bien sur le Bitcoin, vous le savez. Mais je ne suis pas encore sur les positions avec des renforts. Pour l'instant, je vois les bears qui prennent la main doucement, mais sûrement. Ça m'intéresse. Je regarde si... Ah oui, on doit parler rapidos des actions. Alors, de l'euro-yen également. Donc, à l'euro-yen, hein, ça baisse. Et ça aussi, c'est pas nouveau, j'espère pour vous. Donc, on est en train d'essayer de trouver des structures de conso. Je pense qu'on est en train de chercher un point B apparemment dynamique, hein, c'est-à-dire A, B, C. Donc, on pourrait repartir sur des hausses légèrement sur ce truc-là. Maintenant, bon, encore une fois, l'euro-yen, c'est bien, parce que si les actions partent en bubule, l'euro-yen va pouvoir retracer un peu plus profondément. Effectivement, dans ce cas-là, je pense qu'on pourrait revenir chercher un 61. Mais franchement, est-ce que vraiment on va pouvoir aller bien au-delà de ça? J'en suis pas franchement certain, pour être tout à fait franc. Donc voilà, moi je pense que là, effectivement, si on est dans ce type de correction-là, faut vous dire que normalement on peut viser a priori un 127. Et vous voyez, ça nous amène plus ou moins vers cette zone-là. Donc je dirais une résistance, voilà, qui targeterait plutôt la zone des 61%. Maintenant, encore une fois, il faut déjà que ce soit ça, c'est-à-dire qu'il faut se rediriger vers les résistances. Il y a quand même des gros signaux vendeurs. Hein. On en a fait un là, le marché a essayé de le déborder, il n'y arrive pas, on en recrée un là. Donc en fait, on a juste créé une bonne grosse résistance là, ici. On va voir si le marché la déborde, encore une fois, mais pour l'instant, ça n'a pas l'air de fonctionner. Et on est juste en train de former une grosse raise. Donc là, moi, si on retourne vers les supports, c'est renfort, et on y va en avant Guingamp. Hein. Donc moi le yen de toute façon je suis violent dessus. Hein. Je pense que le yen va être recherché. Je vous dis même si les actions sont haussières. Voilà. Donc à voir en termes de schéma de conso sur l'euro-yen, mais je reste bien évidemment vendeur de ce truc-là. Pour l'instant soft. Hein. Je vous rappelle que j'ai quand même encaissé une bonne grosse partie de mes ventes ici. Moi ici, hein, pour être honnête, je vais être franc, je crois que j'ai encaissé que là moi. Ou je ne sais plus exactement. Mais il me semble que j'ai encaissé par là sur le yen, je n'ai pas récupéré ce petit excès supplémentaire. Mais donc voilà, encaissement, je revends à ce niveau-là. Pour le moment, je n'ai pas encore un levier de dingo. Je pense qu'on peut aller un peu plus haut que ce truc-là. Dès que j'aurai trouvé ma vague 2, par contre, j'y vais cordialement. Encore une fois, je pense que la vague 2, elle n'est pas pour tout de suite. Je prends toujours ce truc-là pour avoir une petite idée un petit peu des fois. Hop. C'est-à-dire que là, normalement, voilà, vous dites, je viens me prendre un Fibonacci time. Normalement, le timing de notre vague 2, il est par là. C'est-à-dire que voilà, la vague 2, elle fait généralement quand même au minimum la moitié de la 1, et c'est là que se trouve le minimum.
D'accord, donc normalement c'est timing mini pour une vague 2. Donc vous voyez, pour moi je pense qu'on n'y est pas encore. On est en train de former la première résistance. Si on la franchit, c'est que ça c'est bien notre point B. Si on échoue, c'est qu'on vient chercher un point B. Et derrière, je pense qu'on viendra chercher un petit point C. Ou en tout cas, on reste dans une structure de conso. Pour moi, tant qu'on n'arrive pas là, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Voilà. En sachant que je target bien cette zone-là, en termes de timing vraiment intéressant, je pense que c'est par là. Donc vous voyez, je pense qu'on vient chercher un petit sommet là, on rebaisse et on fait une deuxième hausse. Ça m'intéresse. Moi, de toute façon, mes ventes de yen ici, enfin d'euro-yen, je les sécurise sur les supports. J'ai bien un support ici. Ici, j'encaisse mon gain, j'abaisse mon stop. Et si on va plus haut, du coup, il n'y a pas de souci. Je suis stoppé avec un gain et je me sers de ce gain pour mettre plus de levier que prévu ici. Mais c'est vraiment dans celle-là où je pense avoir un bon risque ratio-rendement pour bien shorter comme il faut, bien propre sur l'euro-yen. Mais encore une fois, ici, je prends qu'un profit partiel. Si ça poursuit, je remets. Hein, voilà. Je limite pas ce marché, plus il voudra baisser, plus ce sera bien pour ma gueule. Hein, voilà. Alors, un autre marché, bon là UDNZD, mais ça, no comment, hein, voilà. Bon, on est bien reparti, on sort du canal, donc trade validé sur UT Daily. Premier renfort réexécuté, je suis levier 6,5 sur la UDNZD. Et je vais en remettre, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc pas tout de suite, hein, là on va franchir les résistances. Donc une fois que les résistances seront franchies, qu'on commencera à avoir des signaux de prise de profit sur l'accélération, je vais commencer à calmer et réduire la voilure. Je pense qu'on va faire entre guillemets ça, un autre petit range à plat, et derrière, boum, on remettra une nouvelle impulsion pour venir chercher cette zone des indices 56, là où effectivement je réduirai une nouvelle fois la voilure. Mais après, je vous dis, une fois qu'on se rapproche de là, je n'ai pas de signaux vendeurs ici en fait. Donc il faut vous dire qu'ici, il n'y a pas de vendeurs qui bloquent le prix. Les derniers vendeurs qui vont bloquer le prix, c'est ici. Et à partir du moment où on aura traité cette zone-là, je pense qu'on n'aura que des petits pullbacks de plus en plus petits. Et un peu comme je vous disais sur le gold, le truc c'est que comme petit à petit les pullbacks vont se faire de plus en plus insignifiants et les vendeurs de plus en plus rares, il faut vous dire un truc comme ça, c'est qu'une fois qu'on aura franchi ça, derrière, là, je suis prêt à passer au-dessus du levier 7, tout ce qu'il faut, tant que les positions sont sécurisées. Et que le stop restera inatteignable, hein, puisque le principe, si vous voulez, pourquoi j'ai été violent sur la UDNZD sur cette phase-là, parce que je voulais accumuler du levier à faible risque, mais pas prendre trop de risques. Mais comme maintenant mon PRU il est tout en bas, maintenant chaque fois qu'on casse des résistances et que je renforce, mon prix de revient unitaire il monte très doucement. C'est-à-dire que là par exemple, j'étais ici à la base, je viens de renforcer à levier 6,5, ça m'a remonté le PRU jusque là. Juste là en fait. Et vous voyez, plus on va monter, moins mon prix de revient va monter, c'est-à-dire que plus je vais pouvoir renforcer sans prendre le moindre risque, puisque le stop sera toujours complètement inatteignable du marché, il sera probablement en général 1 à 2 supports en dessous du prix, et comme on sera normalement dans un marché purement haussier en tendance, il n'y aura aucune remise en question des supports, ou en tout cas on n'en remettra jamais 2 en question de suite, ce qui fait que j'aurai toujours un coup d'avance qui me permettra d'être confortablement installé dans ce marché. Les actions pour terminer cette grosse émission, donc Tesla, moi je reste vendeur, hein, Tesla encore une fois, c'est un truc ce machin là, quand on va retaper dessus, ça va faire très mal, parce que ça vaut pas du tout ce prix là, et je pense que tant qu'on n'est pas déjà revenu au moins sous les 240, il y a même un risque, vous voyez, ici il y a zéro support, c'est-à-dire que là si on s'attaque à ce truc là, théoriquement le support c'est qu'on va casser le gros niveau là. Et moi, encore une fois, je pense qu'on peut revenir s'installer vers cette zone de prix sur Tesla. C'est-à-dire que moi, j'ai mis un TP2 là parce qu'il y a vraiment du volume qui a été traité. Et ici, effectivement, je pense qu'il ne faut pas franchement viser beaucoup plus bas sur Tesla. Mais il faut être conscient d'un truc. Tesla, c'est de la merde en barre. Ça ne vaut pas son prix. C'est de la pure hype débile. Je veux dire, imaginez-vous quand même que c'est quand même énormément plus capitalisé que General Motors ou Ford. Ils vendent 1% des véhicules américains, Tesla, quoi. Alors évidemment, ils font des marges de taré, et puis c'est innovant parce qu'il y a SpaceX et compagnie. Mécaniquement parlant, vous investissez sur Tesla, et ce qu'ils vous vendent, c'est surtout de la merde ultra chère. Il faut être conscient qu'il n'y a pas assez de lithium sur Terre pour produire les véhicules qu'ils vendent. Donc il y a quand même un problème derrière, c'est vraiment de la vente de rêve. Et le problème, c'est que quand on vend du rêve très très cher en bourse, le jour où ça commence à chier, derrière, tout le monde veut son pognon, il n'y en a pas assez pour tout le monde, et vous connaissez la manœuvre. Donc Tesla, je pense que c'est une valeur qui peut s'effondrer sur une raison, encore une fois, il faudra donner une raison, il faut du storytelling
à Wall Street pour encore une fois faire vendre les gens. Donc vous voyez, mais il faut vous attendre à un nouveau décrochage de ce type, quoi. C'est-à-dire un nouveau truc, là, boum, une grosse phase de risque. Cette fois, j'encaisse les gains sur Tesla et terminé. Après, je ne veux plus en entendre parler. Mais je pense qu'on peut sans grand problème déjà au moins basculer sous ce qu'on a fait à 240, voire sans grand problème aller chercher, pourquoi pas, au moins celui-là de petit support, 214, voire $200. En dessous, je commencerai à être beaucoup moins agressif sur des ventes de Tesla. Voilà, donc quoi qu'il en soit, il n'y a pas de raison d'acheter ce merdier, encore une fois. Même en phase de bulle, je ne vois pas comment Wall Street pourrait payer ça, quoi. Faut vraiment être fou, en fait, pour acheter du Tesla aujourd'hui, quoi. Mais par contre, vous voyez que c'est pas trop vendu, parce que les mecs, dès que ça vient sur un support, il n'y a plus de vendeurs, il y a toujours des spéculateurs pour acheter et pour faire remonter les capilles. Encore une fois, ça, c'est complètement fou. C'est vraiment le signe de l'avidité de Wall Street. Dès qu'on est sur un support, on achète, même si c'est de la merde, on paye tout et n'importe quoi. Apple, bon là, je vais y aller très simplement. Ce truc-là, quand ça va se péter la gueule, c'est pareil, ça va pas prévenir. C'est de la hype. C'est de la merde, les chiffres se dégradent, ils perdent leur part de marché et ils perdent leurs clients. Encore une fois, je vous le dis, moi, je m'en fous en fait des chiffres à Wall Street, des earnings et tout ce que vous voulez. Ça, c'est ce qu'on vend aux investisseurs. Moi, quand j'achète une entreprise ou quand je la vends, je regarde ce qu'elle fait. Et je regarde quels sont ses produits et je regarde intelligemment si ça a une durée de vie longue ou non. Pour moi, Apple, ça va mal se passer dans les 12 prochains mois. Et ça, j'y mets ma main à couper. Et quand je vous dis que ça va mal se passer, c'est qu'on va retourner probablement avec 50% de moins. Donc, pas tout de suite. Mais encore une fois, moi, je ne vois pas de soutien tangible de prix sur Apple avant ce truc-là. C'est-à-dire Donald Trump. C'est-à-dire que pour moi, tout ce qui s'est produit depuis Donald Trump, c'est que du vent sur Apple. Ils n'ont pas produit plus, ils ont juste sorti de la merde. Les chiffres sont de moins en moins bons. Je vous garantis qu'ils perdent tous leurs clients. Nombre de gens que j'ai vus qui étaient fanas d'iPhone, qui ont eu tout su depuis l'iPhone 1 jusqu'au 9. Et le 10, ils ont fait ouais, non, mais là, c'est bon, c'est terminé, quoi. J'ai Samsung qui fait la même chose à côté, c'est aussi beau et c'est moins cher, je vais chez Samsung. Voilà. Donc, le problème, c'est que quand tu perds un client comme ça, tu le retrouveras jamais. Et le problème, c'est que petit à petit, ils s'en vont les uns après les autres. Et puis, quand tu n'as plus personne, ou quand tu n'as que des geeks, il y aurait toujours des clients Apple. Je ne dis pas le contraire. Mais en tout cas, il y en aura moins. Ils vont se faire baiser leur part de marché. Ils sont dans un secteur ultra concurrentiel. Il n'y a plus d'innovation technologique à faire dans le secteur de la téléphonie. En tout cas, pour l'instant, ils n'ont pas réussi leur pari avec l'iPhone 10. Donc on va voir ce qu'il en est. Pour l'instant, moi je vois des gens qui achètent pour une seule et unique raison. Si vous parlez à des investisseurs américains, ils vont vous dire pourquoi ça monte Apple ? Parce qu'ils ont mis 5 milliards de rachats de titres. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui fait monter Apple ? Le fait qu'Apple va racheter ses propres titres. Donc ça fait monter le prix de l'action, mais encore une fois, ça reste un produit de merde. Donc qu'est-ce qu'on achète réellement ? Est-ce qu'on achète à court terme parce que Apple va racheter ses actions ? Oui, c'est ce que le marché est en train de faire. Est-ce qu'on achète à long terme parce que le produit Apple va valoir plus cher plus tard ? La réponse est non. Donc, encore une fois, quand la vapeur va s'inverser, tout le monde va vendre, personne n'achètera. Et ça tournera mal. Donc faites gaffe, Apple, ça fera probablement partie des actifs bullesques si on a une bulle à Wall Street. C'est-à-dire que ça peut vraiment partir en mode « Wouh, on s'en fout, combien vaut Apple ? C'est la plus grosse capi, donc on s'en fout. » Et derrière, ça fera du storytelling tous les jours. Apple, 1000 milliards de dollars de capitalisation ou des trucs comme ça. Voilà. C'est toujours plus haut, toujours plus con. Puisque de toute façon, je vous dis, on cherchera à voir jusqu'où on peut aller avant de tout casser. Le problème, c'est que derrière, Apple, imaginez-vous un Apple à 250 $, quand le support derrière est à 120, vous dites que le jour où ça se passe mal, ça perd 50%. Voilà. Et évidemment, si vous avez le malheur d'être investi là-dessus, vous allez pleurer, puisque vous allez donc vous faire démonter la tronche, avec probablement quasi impossibilité de vendre, puisque comme d'hab, quand on est dans un crack et qu'on est dans la phase verticale, il n'y a pas de liquidité. Quand vous voulez vendre, on vous dit « mais non, ne vendez surtout pas, c'est pas possible ». Et en fait, quand vous pouvez vendre, c'est déjà bien trop tard, quoi. Bref, donc faites gaffe encore une fois. Moi, je pense qu'avoir tous ces trucs-là en portefeuille, ça fera parler les gens. C'est-à-dire que tout le monde vous dira « Ah, quoi, t'as pas de Apple en portefeuille et tu es trader, mais tu es fou ». J'ai l'habitude, je vous le dis, chaque fois qu'il y a des bulles, c'est toujours pareil. Et puis derrière, au final, on fait plus de pognon en vendant la bulle quand elle éclate que tous ceux qui te disaient il faut absolument que tu aies du Apple en portefeuille, qui eux malheureusement finissent ruinés pour la plupart, ou en tout cas en négatif.
Donc encore une fois, le trading, c'est pas simplement de pouvoir se la péter en soirée, c'est surtout de pouvoir remplir son compte en banque sans prendre un risque inconsidéré de tout perdre derrière. Google, même chose, ça fera partie probablement des actifs qui seront recherchés en bubule. De toute façon, regardez bien, hein, vous pouvez vous dire un truc. Le coût de la rotation sectorielle, c'est ce qui se passe si on est dans le type récessif. C'est-à-dire ce dont je vous ai parlé la dernière fois. C'est-à-dire, en fait, si on est dans un schéma récessif, il va y avoir rotation sectorielle. C'est-à-dire que le Nasdaq, qui a été un petit peu bullesque et un petit peu porteur en termes de secteur pendant la Trump folie, la Trump connerie, il faut vous dire que dans ce cas-là, c'est le secteur qui sera un peu vendu, entre guillemets, ou qui sera le plus vendu pendant la prochaine phase si on purge. Donc évidemment, pourquoi moi je vendais Apple, Tesla, toutes ces conneries? Parce que si on rentre dans la peur de la récession et qu'on étend la correction baissière, qu'on avait typiquement fait vague A, B, C, la vague C aurait été bien plus profonde sur le Nasdaq. Le Nasdaq, lui, il aurait très probablement retracé au minimum 60%. Allez, on va dire 50 à 61%. Je vais vous donner les chiffres encore une fois, il faut être précis. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Voilà, il faut vous dire que le Nasdaq, très probablement, il aurait fait boum, 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 il serait revenu là. Il aurait fait un bon gros shoot. Hein, voilà. C'est-à-dire que si on était bien passé vendeur ici, Nasdaq, il aurait pris moins 18. Quoi. Là où probablement le S&P n'aurait fait qu'un moins 12, moins 10, moins 12, 13. Quoi. Voilà. Donc c'est pour ça, moi, que je vendais particulièrement les Nvidia, Apple, Tesla, les gros leaders du secteur tech dans ce schéma récessif, enfin de prise en compte de la récession. Ce qu'on voit, c'est que franchement, Wall Street s'en cogne, quoi. Faut être honnête. Wall Street en a rien à foutre en fait de la récession, du risque récessif. Alors on va voir, hein, parce qu'encore une fois, regardez le schéma, ça peut très bien faire A, B, C, et si on échoue ici demain à Wall Street et que ça commence à vendre des grosses capis qui n'ont pas franchi de résistance, encore une fois, regardez les prix. Hein. Apple ici, si demain ça se remet à vendre, c'est quoi? C'est tout simplement un actif qui vient chercher un haut de biseau, qui se pète la gueule, et derrière on y retourne. Donc faut faire gaffe, 190, c'est une zone de profit. C'est un niveau FIBO pour Apple. S'il y a des prises de profit et que demain ça vend du Apple, encore une fois, ça va pleurer derrière dans les chaumières parce qu'il n'y a pas de soutien réel sur cette action-là. Si on revient chercher ces gaps, c'est terminé. Donc c'est encore une fois, c'est du all-in, c'est du one-shot. Il y avait une balle dans le chargeur, elle a été tirée, on ne sait pas encore où elle va atterrir. Pour l'instant, ça a l'air de bien se diriger vers la tête des vendeurs, mais encore une fois, tant qu'on n'a pas atteint la target et qu'on ne l'a pas dépassé, il n'y a pas de tendance. Ça veut dire qu'Apple, si ça se replie avant d'atteindre ça et que ça revient chercher le break, c'est foutu, c'est contre-pied vendeur. Si on vient chercher la target et qu'on n'arrive pas à aller au-delà, et vous voyez qu'il y a quand même peu de chances qu'on y arrive parce qu'on va quand même se péter de belles grosses résistances par là. Donc si Apple vient ici et se pète la gueule à 195 $, il faut vous dire une chose, encore une fois, on aura terminé quoi comme structure? Biseau d'élargissement, structure de fin de tendance par excellence. Ça ne veut pas dire que Apple va rentrer en retracement, ça veut dire qu'Apple va passer bear. Et ça, encore une fois, c'est pas beau. Et je vous le dis, le problème, c'est que ça conjure, enfin c'est en conjonction, pardon, ça ne veut absolument rien dire, c'est en conjonction avec l'aspect macroéconomique de cette valeur qui est qu'elle perd réellement ses clients et elle n'innove plus alors qu'elle est basée, sa capitalisation est basée sur sa hype et son innovation technologique. Donc elles sont en train de perdre les notions qui font qu'elles montent ces actions-là et en plus elles donnent des signaux de fin de tendance évidents et pas des signaux de fin de tendance daily, des signaux de fin de tendance mensuelle. Voilà. Donc pour que tout se passe bien, il n'y a qu'une solution parce qu'un biseau d'élargissement, contrairement à un biseau classique, encore un biseau qui contracte les prix. Le truc, c'est que, écoutez bien ce que je vous dis, c'est encore ces gros types. Hein. Quand vous avez un biseau comme ça, le problème, c'est que ça peut vouloir dire deux choses. Soit ça peut vouloir dire qu'on est allé trop loin sur le mouvement précédent et quand on va en sortir, le retournement va faire mal. D'accord ? Et généralement, ils sont assez fortement orientés, ces biseaux. Le problème, c'est que vous avez aussi les biseaux pièges à con. C'est-à-dire qu'au contraire, on vous accumule en biseau, dans un biseau en général qui est très resserré comme ça. Et quand on vous accumule là-dedans, le truc c'est qu'on fait tac, 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 et derrière le marché vous prend pour des billes, et en fait, il vous crée un beau canal, ce qui fait que quand on arrive là, bam, il vous démonte, et il monte jusqu'au haut de canal. Donc le problème c'est que quand on est dans un biseau d'élargissement, l'option canal, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'en fait, dans un biseau d'élargissement, il n'y a qu'une seule chose qu'on appelle le false breakout. C'est-à-dire qu'en fait, si on vient ici, et qu'on essaie d'installer une tendance sur Apple, le risque c'est qu'en fait, on fasse juste ça, et qu'on tente le pullback derrière, ce qui sera classique, et si le pullback échoue, c'est bam, retour au niveau de breakout, sanction, et derrière, contre-pied vendeur.
Donc le problème, c'est que cette structure-là, quand elle est dépassée, il y a tellement peu de chances de réussir à aller et à installer de la valeur au-dessus qu'il n'y a qu'une bulle énormissime pour réussir un truc pareil. C'est-à-dire qu'Apple, vraiment, moi je ne vois que deux options. Soit elle se pète la gueule proche des 195, et encore une fois je dis ça peut monter un peu au-dessus à 205 pour faire chier le monde, histoire de dire allez on cherche des acheteurs, on cherche à vraiment faire acheter les imbéciles, et derrière ça tombe. Et le problème c'est que je vous dis, si ça trouve pas d'acheteurs pour alimenter une bulle, c'est-à-dire si vraiment au-dessus de ça on part pas haussier comme des crétins, qu'on vient pas chercher 250, 300, Dieu sait quoi, hein, bah, il faut vous dire un truc, c'est que derrière c'est contre-pied et il n'y a plus que des vendeurs dans le marché. Et quand il n'y a plus que des vendeurs, bah, malheureusement, on passe en bear market. Et les niveaux de bear market se trouvant par là, bah, vous pouvez vous dire qu'on passera d'ici à là, probablement, en quelques jours sur Apple. Alors autant vous dire que là, ça fera les gros titres et qu'à ce moment-là, bah, Wall Street sera complètement en panique et sera complètement en train de craquer parce que vu la taille de la capitalisation, si on fait les cons et qu'on passe de 209 à 130, je peux vous dire que ça va faire jaser dans les comptes en banque et il y aura beaucoup d'investisseurs qui ne seront pas des plus ravis de voir ce genre de choses se produire. Hein. C'est un truc comme ça chute en ligne droite, hein, mais vraiment comme ça. Et ça va tomber en quelques semaines, c'est-à-dire que probablement en un mois ou deux, Apple perdra 40% de sa valeur. Hein. Et autant vous dire que si les mecs qui ont acheté en haut perdent 40% de la valeur dans le portefeuille, et encore s'ils n'ont pas mis de levier, ça va faire beaucoup de mecs à la rue. Enfin bref, voilà, même chose, hein, de toute façon, Google, Facebook, toutes ces actions-là, hein, et la pire de toutes, de toute façon, Amazon. Voilà, hein, vous voyez, Amazon, de toute façon, qui reteste encore une fois ses sommets historiques. Hein. Il y a encore une fois deux scénarios. Soit ça échoue, les techs se font démonter et on rentre en mode risk-off sur les techs, c'est-à-dire qu'on les vend. On les vend plus fortement que les autres actifs et toute la cote se casse la gueule à Wall Street pour un bon 10-15%, soit bah, ça marche, et derrière bah, Amazon, voilà, honnêtement, un truc pareil. Encore une fois, il n'y a que l'imagination qui vous limite sur un truc comme ça, parce que là, vous pouvez vous dire, allez, dans le cas le plus optimiste, enfin le moins optimiste, vous vous dites, allez, un petit canal. Dans ce cas-là, on vise le haut de canal, ça laisse quand même encore de bonnes appréciations. Et là encore, on la joue soft, on la joue pas encore totalement bubule et compagnie. Mais on peut se dire, dans un esprit bullesque, il y a cette trendline qui est pas dégueu, quoi. Voilà, ici, là tout de suite, on est quand même vachement plus optimiste. Ça fait $2000 pour un, voilà, pourquoi pas pour le storytelling. Ça veut dire on rajoute encore 20-25%. Donc imaginez-vous que 25% sur une énorme capille suivie par toutes les autres grosses capilles, vous prenez votre Dow Jones, il part complètement en vertical, quoi. Donc vraiment c'est ça, je pense, le phénomène bullesque, c'est si en fait on commence à se dire, bah, en fait tout ce qui monte peut continuer à monter indéfiniment sans qu'on ait besoin en fait de supporter le prix par des fondamentaux, c'est-à-dire par des ventes, parce que voilà aujourd'hui dites-vous que le PER moyen à Wall Street il est au-dessus de 25. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on profile des profits infinis et qui sont surtout durables, ou alors on trade à court terme. Eh ben voilà, vous l'avez la réponse, ça trade à court terme, ça spécule. Le problème de la spéculation quand on est en fin de cycle, c'est que ça forme des bulles et que derrière on pète tout parce qu'on crée des récessions, parce qu'on a survalorisé des actifs et que la chute brutale des valorisations qui est obligatoire derrière, ben ça perturbe complètement l'économie. Voilà, donc on vient de faire un beau cours. Encore une fois, pas besoin de faire HEC pour être trader. Je viens de vous faire l'essentiel des premières années d'HEC et de comprendre comment fonctionne le mécanisme de pricing des actions et le mécanisme de flux financier dans le marché de l'actionnariat. Évidemment, tous les crypto-fans diront, mais évidemment, l'avenir, c'est l'ICO, sauf que l'ICO, ça fonctionne exactement de la même façon, ce qui veut dire qu'on reviendra de toute façon à la même chose, même si on devait remplacer l'actionnariat par les Initial Coin Offerings. Donc en fait, ce serait juste faire la même chose, mais différemment de toute façon, vous l'aurez bien compris, le pognon, ça s'accumulera toujours parce que c'est comme ça. Et malheureusement, bah, à chaque fois qu'on a essayé de faire autrement, bah, on est toujours revenu sur les mêmes schémas. Regardez comment ça se passait au temps des châteaux forts. Regardez comment ça se passe aujourd'hui avec Wall Street. Regardez et imaginez comment ça se passera demain avec vos ICO. Ce sera la même chose. Le pognon se concentrera toujours pour aller, tout comme le cœur attire le sang. Quand on arrive en fin de cycle économique, le pognon revient autour du cœur, c'est-à-dire là où il est, dans les mains des riches, et malheureusement, bah, les petits pauvres en général se pètent les récessions, alors que les petites mains dorées s'en prennent pas trop mal.
Sauf quand des fois, bah, évidemment, le peuple veut couper des têtes. Et ça arrive de temps en temps. J'espère que ça n'arrivera pas parce que c'est quand même assez moche à vivre. Cela dit, soyons rationnels, ça serait pas non plus un luxe. Allez, on a tout fait, voilà. Bon, bah, il n'y a pas trop de soucis. Hein. Donc, Morel, petit dernier hein, pour mon désespoir personnel. Voilà, Morel et Prom, donc objectif atteint. J'ai les boules, hein, voilà, mais c'est fait. Donc du coup, j'ai appelé mon père pour lui dire de faire son premier encaissement. Il s'est bien gavé sur ce coup, et moi, je suis out, et c'est bien dommage. Mais c'est comme ça. Allez, sur ce, bonne soirée à toutes et à tous, ou bonne journée si vous regardez l'émission demain. Bye bye.